Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un livre de poésie très ancien, mais on va le voir sous un angle complètement différent, un peu comme une playlist intemporelle. C'est une question qui fait réfléchir, non? Imaginez un peu. On met de côté nos algorithmes, nos plateformes de streaming, et on se plonge dans une collection de mots qui n'a pas été écrite pour être lue, mais pour être chantée. Une sélection qui a littéralement sculpté toute une culture. Alors, ce livre, c'est le Wakan Eshu. Il faut vraiment le voir comme ça. C'est l'album ultime d'une époque disparue. Pensez-y comme une sorte de best-of des tubes émotionnels du Japon du XIe siècle. Donc voilà, on entre dans le vif du sujet. Le Wakan Rajishu, ce n'est pas juste un livre où on a empilé des poèmes. Pas du tout. C'est une sélection super soignée, presque chirurgicale, de mots qui débordent d'émotions et qui, surtout, ont été choisis pour être chantés. D'ailleurs, le nom nous donne déjà toutes les clés. Regardez. Wa, ça veut dire japonais. Kan, c'est pour chinois. Et Rue, c'est l'art de chanter. C'est ça, en fait, la fusion de deux grandes cultures qui se rencontrent dans une performance vocale. Mais pour vraiment saisir l'importance de cette playlist, il faut faire un petit voyage dans le temps. On se retrouve au tout début du XIe siècle, à la cour impériale de Heian, ce qui correspond à Kyoto aujourd'hui. C'était un monde à part, très paisible, incroyablement raffiné, et où le vrai pouvoir, c'était l'art. Là-bas, les règles du jeu étaient complètement différentes. Oubliez la force brute. Pour faire carrière, pour séduire, pour s'élever socialement, ce n'était pas l'épée qui comptait, mais la finesse de sa plume, sa culture et surtout sa capacité à chanter la poésie avec une belle voix. On pourrait vraiment parler d'un champ de bataille de la beauté. Et bien sûr, derrière chaque grande playlist, il y a un grand curateur, un grand producteur. Pour le Wakan Eshu, cet homme, c'est Fujiwara no Kinto. C'était tout simplement l'une des personnalités les plus respectées et les plus douées de son époque. Et attention, Kinto, ce n'était pas un dilettante. Le type était un véritable maître dans les trois grands arts de l'aristocratie. Il jonglait avec la poésie chinoise, très formelle, la poésie japonaise, bien plus intime, et la musique instrumentale. Franchement, qui d'autre aurait pu créer un tel chef-d'œuvre? Ce qui est fascinant, c'est que derrière ce monument culturel, il y a une raison toute simple et très personnelle. En fait, Kinto a créé cette collection pour son gendre. L'idée, c'était de lui donner un coup de pouce, de s'assurer qu'il ne passerait pas pour un ignorant à la cour. C'était en quelque sorte un guide de survie pour briller en société. Allez, on plonge maintenant au cœur de ce qui rend ce livre si génial. L'innovation de Kinto, ce n'est pas juste d'avoir mis des poèmes bout à bout. Non, ce qu'il a fait, c'est créer un véritable dialogue, un mash-up entre les deux plus grandes traditions littéraires qu'il connaissait. Alors, pour faire simple, d'un côté, on a la poésie chinoise, le kanji. C'est souvent grandiose, très visuel, avec une structure solide. Et de l'autre, on a le waka, la poésie japonaise, qui est beaucoup plus intime, plus subtile, qui cherche à capturer une émotion qui passe. Eh bien, Kinto, au lieu de les opposer, il les a fait jouer ensemble. C'est un véritable remix. Prenons un exemple concret, le vent d'automne. Le poète chinois, Bai Jui, va le décrire de façon très sensorielle, presque comme un tableau. Le poète japonais, lui, va parler d'un sentiment intérieur, d'une prise de conscience soudaine. Et en mettant ces deux poèmes l'un à côté de l'autre, Chiarito nous montre quelque chose de génial. Comment deux cultures peuvent ressentir la même chose, mais l'exprimer de manière totalement différente. Mais s'il y a une seule chose à retenir, c'est celle-ci. Ce livre n'a jamais été pensé pour être lu en silence, dans son coin. Non, sa vraie nature, elle est sonore. C'est autant une partition de musique qu'un livre de poésie. Et la clé de tout ça, c'est le roé. Il faut s'imaginer une sorte de chant très lent, a cappella, où chaque mot est étiré, chaque voyelle est savourée pour sa musicalité. C'est comme ça, et seulement comme ça, que ces poèmes prenaient vraiment vie. Et c'est là qu'on voit tout le génie de Kinto. Ses critères de sélection étaient doubles. D'abord, bien sûr, le poème devait avoir un sens profond, une charge émotionnelle. Mais, et c'est crucial, il devait aussi sonner bien. Il devait être beau à l'oreille. Pour lui, le son était tout aussi important que le sens. Alors, on peut se demander quel est l'héritage aujourd'hui de cette playlist qui a plus de 1000 ans. Eh bien, pour faire court, son influence sur la culture japonaise est colossale. Il faut bien réaliser que pendant un millénaire, ce livre, le Wakan Eshu, a été la référence absolue. C'est devenu le livre de chevet de générations et de générations d'érudits, la source à laquelle on revenait sans cesse pour savoir ce qu'est la beauté ou comment exprimer un sentiment. L'impact est vraiment multiple. D'abord, à l'époque, ça a été un hit viral instantané auprès de l'aristocratie.
Ensuite, ce livre a carrément fixé des canons de beauté, des standards. Par exemple, l'idée que la lune est plus belle en automne, ça vient en grande partie de là. Plus profondément, il a prouvé une chose essentielle, que les émotions humaines, comme la joie ou la mélancolie, sont universelles. Elles traversent les langues et les frontières. Et enfin, il a réussi à transformer un concept bouddhiste un peu angoissant, l'idée que tout est impermanent, en une raison de célébrer la beauté fugace de chaque instant. Et tout ça, ça nous amène à une dernière petite réflexion. Aujourd'hui, on est submergé de textes sur nos écrans qu'on lit en silence le plus vite possible. Le Wakan Roye Ishu, c'est un rappel puissant d'une époque où les mots étaient aussi de la musique, où leur sonorité comptait autant que leur signification. Alors ça pose une question, non? Dans notre monde de textes muets, quelle part de beauté est-ce qu'on est en train de rater juste parce qu'on n'écoute plus nos propres mots?